Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette troisième partie sur le cours de la physiologie de la vision, on va terminer dans la conduction du signal électrique produit par les photorécepteurs. Dans la deuxième partie, on a vu comment ce signal produit par les cellules photorécepteurs transporté au niveau de la rétine par les neurones ou bien les cellules rétiniennes jusqu'aux neurones ou cellules ganglionnaires. Dans cette partie, on va, on va voir la réponse des neurones ganglionnaires à ce signal qu'ils reçoivent. En fait, les neurones ganglionnaires sont classés en deux catégories ou bien en deux types selon leur réponse à ce signal. On a d'abord les cellules ganglionnaires de type phasique et les cellules ganglionnaires de type tonique. Les cellules ganglionnaires de type phasique sont des cellules ganglionnaires qui vont répondre au signal lumineux ou bien au stimuli lumineux en émettant des potentiels d'action au début de la stimulation. Ou bien au début, ou bien à la fin de la stimulation, ou bien au début et à la fin de la stimulation. Les cellules ganglionnaires de type phasique qui émettent des potentiels d'action au début de la stimulation lumineuse sont dites de type on. Les cellules ganglionnaires qui émettent des potentiels d'action à la fin de la stimulation lumineuse sont dites de type off. Et les neurones ganglionnaires qui émettent au début et à la fin de la stimulation lumineuse sont dites les cellules de type on-off. Le deuxième type de neurones ganglionnaires sont les cellules ganglionnaires de type tonique. Ces cellules vont répondre au signal électrique qu'ils reçoivent en augmentant ou bien en diminuant la fréquence des décharges des potentiels d'action. Donc les neurones ganglionnaires vont répondre au signal électrique qu'ils reçoivent en deux manières ou bien en deux méthodes différentes. On a des cellules qui vont émettre juste au début ou bien juste à la fin de la stimulation lumineuse. Ces cellules sont les cellules ganglionnaires de type phasique. Les cellules ganglionnaires qui vont répondre en augmentant ou bien en diminuant la fréquence des décharges pendant toute la période de la stimulation, visuelle, sont les neurones ganglionnaires de type tonique. On a terminé donc la conduction du signal électrique au niveau des neurones rétiniens. On passe maintenant à la conduction du signal électrique dans les voies optiques extra-rétiniennes. En fait, les fibres des neurones ganglionnaires vont se rassembler et vont former le nerf optique. Certaines fibres du nerf optique vont décusser et vont se croiser au niveau du chiasma optique. D'autres vont rester du même côté, ou bien on dit il reste du côté ipsilatéral. À partir du chiasma optique jusqu'au corps géniculé latéral, les fibres qui vont relier ces deux structures anatomiques sont appelées les bandelettes optiques. À partir au niveau du noyau géniculé latéral, les fibres vont faire synapse avec un troisième neurone. Ce troisième neurone va émettre des fibres qui parviennent jusqu'au cortex visuel au niveau du lobe occipital du cerveau. Ces fibres qui relient le corps géniculé latéral au cortex visuel sont appelées des bandelettes optiques, les radiations optiques, plutôt les radiations optiques. Donc la structure anatomique qui relie le chiasma optique au noyau géniculaire latéral, c'est les bandelettes optiques. Les structures anatomiques qui relient le noyau géniculaire latéral
aux aires visuelles au niveau du lobe occipital, c'est la radiation optique. Ces voies optiques qui vont relier la rétine aux aires visuelles du cortex sont classées en deux catégories, ou bien en deux systèmes, selon des critères morphologiques et fonctionnels. On a le système M, ou bien le système magnocellulaire, et le système P, ou bien le système parvocellulaire. Je reprends. Les fibres qui constituent les voies optiques qui vont relier la rétine au lobe occipital du cerveau ou bien aux aires visuelles sont de deux types. On a des neurones qui appartiennent au système magnocellulaire et des neurones qui appartiennent au système parvocellulaire. Cette classification est basée sur des critères morphologiques et fonctionnels. Le premier point de différence entre le système magno et parvocellulaire, c'est la taille des cellules. Les cellules parvocellulaires sont de petite taille, tandis que les cellules magnocellulaires sont de grande taille. Donc, on a deux systèmes, le système parvocellulaire et le système magnocellulaire. Les cellules parvocellulaires sont de petite taille, les systèmes magnocellulaires sont de grande taille. Le deuxième point de différence, c'est la vitesse de conduction. Les cellules du système parvocellulaire ont une grande vitesse de conduction, tandis que les cellules du système magnocellulaire, les cellules du système parvocellulaire ont une faible vitesse de conduction, tandis que les cellules du système magnocellulaire ils ont une vitesse de conduction qui est élevée. Donc, je reprends. Les cellules du système parvocellulaire ont une vitesse de conduction qui est faible, tandis que les cellules du système magnocellulaire ont une vitesse de conduction qui est élevée. Un autre point de différence, c'est que les neurones parvocellulaires sont de type tonique, tandis que les neurones du système mag sont de type phasique. Les neurones du système parvocellulaire sont de type tonique, c'est-à-dire ils répondent pendant toute la durée de la stimulation, tandis que les cellules ou les neurones du système magnocellulaire sont de type phasique, c'est-à-dire ils répondent juste au début ou bien à la fin de la stimulation lumineuse. Le système parvocellulaire représente 90% des fibres ganglionnaires, tandis que le système magnocellulaire représente seulement 20% des neurones ganglionnaires. Donc la majorité des neurones ganglionnaires sont de type parvocellulaire. Ce sont des cellules de petit et de type tonique qui répondent pendant toute la durée de la stimulation et ils ont une vitesse de conduction qui est faible. Les cellules du système parvocellulaire vont emprunter une voie inférotemporale, une voie ventrale ou bien inférotemporale. Ça, c'est les cellules du système parvocellulaire. Les neurones vont acheminer les informations jusqu'au cortex, puis le traitement de ces informations va suivre, le traitement de ces informations va suivre une voie ventrale ou bien une voie inférotemporale, c'est-à-dire les informations seront traitées ou interprétées dans des aires visuelles associatives au niveau du lobe temporal du cerveau. Donc, les cellules du système parvocellulaire empruntent une voie ventrale ou bien inférotemporelle. Une voie ventrale ou bien inférotemporale.
temporel. Tandis que les neurones du système magnocellulaire, eux, ils vont emprunter une voie dorsale ou bien pariétale. Ça, c'est le lobe pariétal du cerveau. L'interprétation des informations qui parviennent du système magnocellulaire vont se faire dans des aires associatives au niveau du cortex pariétal. On dit que les systèmes magnocellulaires empruntent une voie ventrale et que les systèmes parvocellulaires empruntent une voie ventrale inférotemporelle, tandis que les neurones du système magnocellulaire empruntent une voie dorsale ou bien pariétale. Un autre point entre le système magno et parvocellulaire, c'est l'analyse. Quelles informations seront analysées par chaque système? Le système parvocellulaire analyse les formes et les couleurs, tandis que le système magnocellulaire est responsable de l'analyse des déplacements du stimulus et la vision stéréoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire la vision stéréoscopique, c'est-à-dire en 3D? On résume tout ce qu'on a dit. On a deux types, les voies optiques, ou les fibres, les voies optiques sont classées en deux catégories. On a le système magno- et parvocellulaire. Le système parvocellulaire est constitué de petites cellules qui ont une conduction faible. Ces neurones ou ces fibres vont emprunter une voie ventrale inférotemporelle et vont acheminer ou analyser des informations ou des messages visuels qui sont responsables de la vision des formes et des couleurs. Les cellules ou les neurones du système magnocellulaire, ce sont des neurones de grande taille qui ont une vitesse de conduction rapide et qui ont des réponses de type phasique. Ces neurones empruntent une voie dorsale ou bien pariétale et sont responsables de la vision en 3D et les déplacements du stimulus lumineux. 90% des neurones ganglionnaires sont des types parvocellulaires, tandis que les systèmes magnocellulaires représentent seulement 20% des neurones ganglionnaires. Donc ça, c'est la classification morphologique et fonctionnelle des voies optiques. Le signal lumineux, il est reçu, il est transformé en un signal électrique transporté ou bien transmis par les voies optiques jusqu'au cortex. Maintenant, on va voir les projections visuelles au niveau du cortex cérébral. Les informations acheminées par les voies optiques vont être traitées au niveau du lobe occipital du cerveau, où on a l'aire visuelle primaire, ou bien l'aire 17 de Brodmann. On a l'aire visuelle secondaire, c'est l'aire 18 de Brodmann. On a l'aire visuelle tertiaire, c'est l'aire 19 de Brodmann. Et on a des aires visuelles, on a d'autres aires visuelles qu'on appelle les aires visuelles associatives au niveau du lobe occipital du cerveau et même au niveau du lobe temporal. Donc trois aires visuelles principales, l'aire visuelle primaire, l'aire visuelle secondaire et l'aire visuelle tertiaire qui répondent à l'aire 17, 18 et 19 de Brodmann. Ils sont situés au niveau du lobe occipital du cerveau. On a à peu près trois remarques qui sont très importantes concernant les projections visuelles centrales des messages visuels. La première remarque, c'est que les projections rétiniennes ou les projections visuelles se font de manière rétinotopique. Qu'est-ce que ça veut dire de manière rétinotopique? C'est-à-dire chaque point de la rétine a une projection spéciale au niveau du cortex. Ou bien les projections rétiniennes se font sur le cortex point par point. C'est-à-dire chaque point de la rétine est représenté par un point sur le cortex.
Maintenant, un point présent au niveau de la rétine, quelle région du cortex visuel va correspondre à ce point de la rétine? En fait, du phénomène de la réfraction qu'on a vu dans la première partie du cours, le champ visuel gauche est visualisé ou reçu par les méritines droites, tandis que le champ visuel droit, il est visualisé ou traité par les méritines gauche. Et c'est au niveau des deux yeux, la même chose, c'est-à-dire les méritines droites de l'œil droit ou bien de l'œil gauche reçoit l'émission ou bien le champ visuel gauche, et le champ visuel droit, il est reçu par les méritines gauche de l'œil droit et de l'œil gauche. Les nerfs optiques vont contenir des fibres qui appartiennent à la rétine temporale et la rétine nasale, c'est-à-dire les méritines droites et les méritines gauche de chaque œil, bien d'un même œil. Au niveau du chiasma optique, les fibres de la rétine nasale, c'est-à-dire la rétine, les méritines gauche de l'œil gauche et les méritines droites de l'œil droit, vont rester du même côté. Ils ne vont pas subir une décussation. Ils vont rester du côté ipsilatéral. Tandis que les fibres qui parviennent de la rétine nasale, c'est-à-dire les méritines droites de l'œil gauche et les méritines gauche de l'œil droit, vont décusser et ils vont se croiser au niveau du chiasma optique. Ils vont passer dans la bandelette optique contralatérale. Donc au niveau du chiasma optique, les fibres provenant de la rétine temporale restent du côté ipsilatéral, tandis que les fibres provenant de la rétine nasale vont décusser pour passer au côté contralatéral. Donc la bandelette optique droite va contenir des fibres qui parviennent de l'éméritine droite de chaque œil, tandis que la bandelette optique gauche va contenir des fibres qui parviennent de l'éméritine gauche de chaque œil. Ces fibres parviennent au niveau du cortex et ainsi l'hémisphère droite va recevoir les fibres qui parviennent de l'éméritine droite, c'est-à-dire qui représente le champ visuel gauche, tandis que le champ visuel droit est traité au niveau de l'hémisphère cérébral gauche. On reprend. La bandelette optique droite va contenir que des fibres du champ visuel gauche, c'est-à-dire les méritines droites. La bandelette optique gauche, elle va contenir des fibres qui parviennent de l'éméritine gauche, c'est-à-dire qui représente le champ visuel droit. Au niveau du cortex, le champ visuel gauche est traité par l'hémisphère droit, tandis que l'émission visuel droit est visualisé par l'hémisphère gauche. Donc je reprends. Le champ visuel droit est traité au niveau de l'hémisphère cérébral gauche et le champ visuel gauche est traité ou interprété au niveau de l'hémisphère
cérébrale droite. La deuxième remarque importante en ce qui concerne les projections visuelles centrales, c'est que la représentation de la corticale de la fovea est très importante. La fovea ou la rétine centrale occupe une plus grande représentation au niveau du cortex. Pourquoi on a cette représentation corticale importante et meilleure de la fovea? Parce que on a vu que la fovea va contenir les photorécepteurs qui sont les cônes, et les cônes assurent une vision de haute résolution ou d'acuité visuelle importante. C'est pour ça que la fovea ou la rétine centrale va occuper une plus grande représentation au niveau du cortex. La troisième remarque importante en ce qui concerne les projections visuelles sur le cortex cérébral, en fait, c'est tout ce qu'on a dit sur le champ visuel droit et le champ visuel gauche peut être appliqué sur la partie supérieure et la partie inférieure du champ visuel. C'est-à-dire, les parties supérieures du champ visuel sont transportées et traitées par les parties inférieures des voies et du cortex optique, tandis que les parties inférieures du champ visuel sont traitées et se projettent sur les parties supérieures des voies et du cortex optique. On resynthétise et on résume tout ce qu'on a dit sur les projections visuelles. Les projections visuelles se font de manière rétinotopique. Chaque point au niveau de la rétine est représenté au niveau du cortex. L'hémichamp visuel droit est traité par l'hémisphère gauche. Le champ visuel gauche est traité par l'hémisphère droite. Les parties supérieures du champ sont transportées et traitées par les parties inférieures des voies optiques et du champ et du cortex, tandis que les parties inférieures du champ visuel sont traitées par les parties supérieures des voies et du champ et de l'hémisphère cérébral. La représentation de la fovea ou de la rétine centrale est meilleure et la fovea occupe une plus grande représentation au niveau du cortex. Les informations ou le message visuel est projeté au niveau du cortex. Comment ce message sera dernièrement traité et interprété par notre cerveau. Deux théories sont proposées pour expliquer l'interprétation du message visuel ou le traitement du message visuel. La première théorie qui explique l'interprétation du message visuel, c'est le traitement parallèle de l'information visuelle, c'est-à-dire l'information ou les messages visuels seront traités d'une manière parallèle. La deuxième proposition, c'est le traitement hiérarchique ou convergent de l'information visuelle. L'information visuelle sera traitée d'une manière convergente. En ce qui concerne le traitement, la première proposition ou la théorie qui propose un traitement parallèle de l'information. Selon cette théorie, les fibres appartenant au système parvocellulaire, c'est-à-dire les neurones de type P. On les appelle aussi le type bêta ou les cellules X. Ces cellules vont acheminer le message visuel aux aires visuelles primaires, c'est-à-dire à l'aire 17 de Brodmann où il sera traité. Tandis que les fibres ou les neurones du système magnocellulaire, eux, ils vont transmettre le message visuel à l'aire visuelle secondaire, c'est-à-dire à l'aire 18 de Brodmann, où il sera traité. Donc, chaque type de neurone va transmettre
un type de message visuel vers une aire visuelle spéciale. Les neurones de type P vont transmettre des messages visuels qui concernent l'acuité visuelle et l'analyse des couleurs, et ces messages vont être traités au niveau de l'aire visuelle primaire. Tandis que le type M, il va transporter des messages visuels qui concernent les variations de la lumière et les déplacements des objets ou la vision en 3D. Et ces informations seront traitées au niveau de l'aire visuelle secondaire. Donc je reprends. Un traitement parallèle, le système parocellulaire ou bien les cellules de type X ou bien les cellules de type bêta, elles sont de type tonique, on a déjà dit ça. Elles transportent des messages qui concernent l'acuité visuelle et l'analyse des couleurs, et elles vont se projeter sur l'aire visuelle primaire. Tandis que les cellules du système magnétocellulaire ou de type ou les cellules Y ou les cellules alpha, elles sont de type phasique, on a déjà dit ça. Elles transportent des messages qui concernent les variations de la lumière et le déplacement des objets, et elles vont se projeter sur l'aire visuelle secondaire. On a un troisième type de cellules, c'est les cellules W ou les cellules gamma. Ces cellules spéciales, eux, ils vont transporter des informations qui concernent les mouvements oculaires intrinsèques. Ils vont d'abord faire synapse au niveau du colliculus supérieur, c'est-à-dire ils passent par le colliculus supérieur avant de se terminer au niveau du cortex visuel ou de l'aire visuelle tertiaire, c'est-à-dire au niveau du V3. Les cellules X se terminent au niveau du V1, c'est-à-dire la première aire visuelle. Le type Y se termine au niveau de l'aire visuelle secondaire, et ainsi l'information sera traitée parallèlement. Chaque type de cellule apporte un type d'information ou un type de message visuel, et il sera traité par une aire visuelle spéciale. La deuxième théorie qui explique le traitement du message visuel, qui propose un modèle de traitement d'interprétation du message visuel, c'est le traitement hiérarchique ou convergent d'information visuelle. Dans ce modèle, les cellules ganglionnaires vont se projeter sur des cellules du corps gélulé latéral. Ces cellules du corps gélulé latéral vont se projeter sur des cellules de l'aire visuelle primaire, c'est-à-dire des cellules du V1, qui sont dites les cellules simples ou les cellules S de l'aire visuelle primaire. Ils vont subir une première interprétation ou un premier traitement au niveau de l'aire visuelle primaire par les cellules S. Ces cellules S eux-mêmes, ils vont converger vers une cellule dite cellule complexe de l'aire visuelle secondaire, où ils vont subir un deuxième traitement. Les cellules visuelles secondaires, ou bien plusieurs cellules visuelles complexes de l'aire visuelle secondaire, vont converger vers une même cellule hyper complexe, cortex de l'aire visuelle tertiaire, du V3. Donc je reprends. Les cellules ganglionnaires vont transmettre les messages aux cellules du corps gélulé latéral. Plusieurs cellules du corps gélulé latéral vont se converger vers une même cellule de l'aire visuelle primaire appelée la cellule simple. Plusieurs cellules simples vont converger vers une même cellule de l'aire visuelle secondaire appelée la cellule complexe. Plusieurs cellules complexes vont converger vers une même cellule de l'aire visuelle tertiaire, dite cellule hypercomplexe. Donc le traitement de l'information, il est convergent et hiérarchique à partir des cellules du corps gélulé latéral jusqu'aux cellules complexes de l'aire visuelle tertiaire ou de l'aire 19 de Brodmann. Cellules du maillot géniculé latéral
convergent une cellule simple, plusieurs cellules simples, une cellule complexe, plusieurs cellules complexes convergent vers une hyper complexe et l'information sera traitée progressivement. Ainsi, on a terminé avec le traitement et l'interprétation du message visuel et on a terminé sur la physiologie de la vision. J'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que vous avez aimé ces explications. Si vous avez vu toute la vidéo et si vous avez aimé l'explication de ce cours, eh bien laissez un petit j'aime et n'hésitez pas à abonner à la chaîne. Je vous remercie et à bientôt.